Bonjour les ladies, j'espère que vous passez une excellente semaine. Bienvenue sur la chaîne des femmes qui gèrent. Pas de musique aujourd'hui, On va parler de la lutte de pouvoir, la deuxième saison du couple. Cette série qu'on a commencé sur les saisons du couple, on a vu en premier, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre là, de ce côté-là, vous allez voir le choix du conjoint. C'était une phase préalable à cette série sur les saisons du couple. Ensuite, on a vu la saison 1, la semaine dernière, qui était l'amour inconscient, la phase, la relation amoureuse. Aujourd'hui, nous allons voir la saison 2 du couple, la lutte de pouvoir. C'est une saison extrêmement importante parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, 50% des couples divorcent à ce niveau-là et 30% des couples choisissent de vivre une vie de couple parallèle où chaque conjoint va chercher des sources de bonheur à l'extérieur du couple. Donc, devant le monde, devant la société, nous sommes mariés, mais dans l'intimité, nous ne le sommes pas. Donc, 80% des couples se retrouvent KO au cours de cette deuxième phase. Et le but, mesdames, c'est que vous puissiez sortir de cette phase de la relation vainqueur. C'est que vous puissiez enfin comprendre que la relation consciente, la relation que 20% des couples vivent, uniquement 20% des couples, c'est très peu, c'est une relation qu'on choisit de construire. C'est une relation où il faut s'engager, où il faut être assez courageux pour accepter de grandir et de mûrir pour pouvoir construire une relation épanouissante, une relation qui nous convient à nous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre cette lutte de pouvoir et enfin en sortir. Je vous dis à tout de suite après le jingle, mesdames. C'est parti. Bonjour mesdames et bienvenue sur Ladies Who Rock, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont vous permettre de passer de femmes ordinaires à femmes d'impact indépendantes. Ici, on parle de couple. Ici, on parle d'indépendance financière. Ici, on parle de développement personnel. Pour celles qui viennent d'arriver, je suis Abiba. Je suis ingénieure en informatique de formation. Je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. La semaine dernière, on a vu la saison 1 du couple. On a vu qu'au cours de cette relation inconsciente, on était intoxiqué d'hormones. Ce n'était pas une relation qu'on choisissait vraiment de vivre parce que c'est notre cerveau qui était le maître de cette relation. C'est notre cerveau qui nous envoyait un tas d'hormones qui modifiaient notre cerveau rationnel pour nous faire occulter notre sens de la critique et qui faisait que les défauts de notre conjoint passaient entre guillemets inaperçus. C'est ces hormones-là qui nous intoxiquaient à la limite, qui faisaient qu'on se sentait comme Superman, c'est-à-dire qu'on était dans un état d'euphorie où on se sent bien et où on a surtout envie de garder ce sentiment-là, de garder donc la personne qui nous fait ressentir ça à nos côtés. Donc, on devient le partenaire idéal lors de cette saison-là pour garder notre imago à côté de nous, pour qu'il puisse nous donner à tout le temps cette sensation de voler, cette sensation d'euphorie permanente. Donc, cette personne finit par rester à nos côtés. Elle décide de s'engager avec nous. L'engagement peut être de différentes sortes. L'engagement peut être un mariage, des fiançailles, le fait d'aménager ensemble ou alors de faire un enfant. Il y a plusieurs sortes d'engagement. Mais une fois que l'engagement se fait, une fois que votre imago va vous dire « je reste à vos côtés », un signal va être envoyé à notre cerveau, toujours ce cerveau reptilien-là, qui lui va commencer
à, à, à diminuer la quantité d'hormones qu'il produit dans le corps. Donc, la production de ces hormones vont s'amenuiser pour finir par disparaître. Le néocortex va reprendre sa forme initiale. Et là, tout ce qui était en vous et qui vous permettait de vous dire le conjoint en face est parfait, tout ce qui était en vous et qui faisait tout pour que vous vous mettiez dans les bonnes conditions pour garder le conjoint à vos côtés, vont s'amenuiser pour finir par disparaître. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez commencer à attendre des choses. Parce que n'oubliez pas, vous avez choisi votre conjoint pour qu'il vous rende heureuse, pour qu'il vous permette de retrouver votre complétude originelle. Et une fois qu'il s'est engagé, vous attendez. Il faut qu'il fasse le job. Il faut qu'il fasse le nécessaire pour guérir vos blessures. Il faut qu'il soit là tout le temps pour vous donner de l'amour, pour vous donner ce dont vous avez besoin et que vous n'avez même pas exprimé. Notez bien que quand on est souvent dans la relation amoureuse à saison 1, on évite d'exprimer ses besoins parce qu'on ne veut pas faire fuir le conjoint. Si on lui dit « je veux ci, je veux ça », il va dire « mais ça ne va pas du tout, là, avec qui je me suis mise, je prends mes jambes à mon cou avant qu'il ne soit trop tard ». Donc on évite de se montrer, exigeant émotionnellement ou exigeant tout court. On ne demande pas, on demande très peu, on donne parce qu'on ne veut pas faire fuir l'autre. Mais une fois qu'il s'est engagé, qu'est-ce qui se passe? On redevient soi-même. Okay? J'attends. Je veux que tu me donnes ça, je veux que tu me donnes ci. Et parfois, on ne le dit même pas. Très souvent, on ne dit pas. On a des attentes inconscientes. Donc, parce qu'elles sont inconscientes, ces blessures d'enfance-là, on ne va même pas les exprimer. Il y a des attentes qui sont plus conscientes ou semi-conscientes qu'on n'exprime pas. Ces attentes conscientes, c'est lesquelles? Elles viennent souvent de la vie qu'on a eue quand on était plus jeune. Qu'est-ce qui se passait dans le couple de vos parents quand vous étiez enfant? Et comment se comportait maman? La manière dont se comportait la maman va faire que les conjoints, les hommes, vont attendre inconsciemment ou consciemment, sans pour autant l'exprimer, que leur conjointe se comporte de cette manière-là. Est-ce que maman s'occupait du repas? Est-ce que maman s'occupait de prendre soin de la maison? Est-ce que maman s'occupait des enfants? Le conjoint attend ça de sa conjointe. Pour lui, c'est le b.a.-ba. Il n'a pas besoin de le dire, madame doit se comporter comme ça. Donc, il a ces attentes-là qu'il n'exprime pas. Pareillement pour vous, mesdames, quand on entre dans le couple, on a des attentes que nos papas faisaient dans le couple. On attend que nos conjoints fassent la même chose. Est-ce que papa s'occupait financièrement de la maison, des factures, de tout ce qui concerne la maison? On attend de nos conjoints qu'ils le fassent sans l'avoir exprimé déjà. Parce que pour nous, c'est une évidence. C'est comme ça que ça doit se faire. Est-ce que papa sortait avec maman, par exemple, pour aller au restaurant 1 fois, 2 fois par semaine? On attend que nos conjoints aussi nous invitent au restaurant 1 ou 2 fois par semaine, sans l'avoir exprimé. Donc ça, ce sont des attentes conscientes, non exprimées, ou même quand elles sont exprimées, pour nous, c'est une évidence. Ça doit couler de source. On oublie que le partenaire en face a grandi dans un environnement probablement, très très probablement différent d'une autre. Et que la personne en face a également ses besoins, a également ses croyances et a également ses attentes. Quand on rentre dans la lutte de pouvoir, on attend. Chaque conjoint attend. La femme, mesdames, attend que le conjoint puisse faire le nécessaire pour la rendre heureuse. Et le conjoint attend que son épouse, sa conjointe, puisse faire le nécessaire pour le rendre heureux. Et quand on entre dans cette phase d'attente, on rentre dans la guerre des pouvoirs, dans la guerre des volontés. C'est pour ça qu'on appelle ça la lutte de pouvoir. J'ai raison, tu dois faire ce que je demande. Je veux ça, tu dois me donner ce dont j'ai besoin. Chaque personne est dans cette position-là. Et les choses commencent à se détériorer. Et on passe respectivement par certaines phases. La première phase, c'est la phase de choc. C'est-à-dire que j'ai rencontré l'imago et j'étais sûre à 100% que cette personne avait pour tâche, comment dire ça? C'est-à-dire que cette personne est venue au monde pour me rendre heureuse. Tout ce qu'elle va faire durant toute sa vie, c'est me rendre heureuse, c'est me donner ce dont j'ai besoin. En fait, on croit ça à 100%. On oublie que l'autre en face, en fait, c'est une personne qui a également ses qualités, ses défauts, c'est une personne à part entière et qui a surtout ses besoins. Et on se dit que quand on va se mettre en couple avec elle,
Sa tâche principale, ce sera de nous rendre heureuses. Et pareil, les hommes, ils pensent également la même chose. Sauf que maintenant, vous êtes dans le couple et ils ne vous donnent plus ou ils ne vous donnent plus, parce qu'ils vous donnaient une partie de ce dont vous aviez besoin pendant la saison 1, la phase de la relation amoureuse. Il arrête de vous donner ça parce que lui aussi, il attend de recevoir quelque chose. Et là, vous rentrez dans le choc. Vous dites, c'est pas la personne, c'est pas la bonne personne. J'ai pas épousé la bonne personne. Ou je ne me suis pas engagée avec la bonne personne. Et c'est vraiment un choc terrible. Il y a beaucoup de personnes qui, arrivées à ce stade-là, s'en vont. Ils mettent fin à la relation. D'autres personnes rentrent dans le déni de se dire, ça peut pas être le cas. Je veux dire, ça doit être moi qui ne perçois pas les choses comme il faut. C'est peut-être moi qui suis beaucoup trop exigeante. Et ils entrent dans le déni qui va faire qu'ils vont occulter les défauts de leur partenaire. Sauf que le néocortex n'est plus modifié. Le néocortex, lui, voit la réalité. Et donc, cette phase de déni ne dure pas très longtemps. Après cette phase de déni, certains conjoints se mettent en colère. Ils sont très en colère contre leur partenaire et ils accusent. Tu n'étais pas comme ça au début, tu as changé. Tu m'as trompé. Quand on s'est rencontrés, tu m'avais promis ci. Tu étais comme ça et aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Et beaucoup de conjoints s'en vont aussi à cette phase-là. Ils sont tellement en colère, ils en veulent tellement à leur conjoint qu'ils décident de se séparer et de s'en aller. D'autres qui sont un peu plus courageux, qui veulent se battre pour la relation, vont rester et vont entrer dans la phase suivante, qui est la phase de négociation. C'est en mode, si tu t'occupes un peu plus des enfants, si tu m'aides un peu plus dans les tâches ménagères, je serai un peu plus disponible au lit. Je serai moins fatiguée le soir et donc plus disponible au lit. D'autres, c'est de dire, si tu participes un peu plus financièrement à la maison, je t'aiderai un peu plus dans les tâches ménagères. D'autres qui diraient, je te laisse regarder ton match de foot le soir si tu m'aides un peu plus avec les enfants dans la journée. La négociation, on négocie pour avoir ce qu'on veut, pour que sa volonté soit faite. C'est toujours la lutte de pouvoir, on reste dedans. Cette phase-là peut durer longtemps. Comme on dit, il y a également certains spécialistes du couple qui vont prolonger cette phase-là, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent amener les conjoints à construire la relation qu'ils veulent et à sortir de cette lutte de pouvoir. Ils vont prolonger cette phase de négociation. Vous pouvez faire ça pour elle quand elle en a besoin et vous pouvez faire ça pour lui quand il en a besoin. C'est de la négociation et ce n'est pas une relation vraie. Donc, il y a des couples qui, après cette phase de négociation, en ont marre parce que finalement, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour vrai. On ne le fait pas parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. On ne le fait pas parce qu'on a à cœur le bonheur de l'autre. On le fait pour obtenir quelque chose. La lutte de pouvoir. Et à un moment, on en a marre et on arrive dans cette phase de désespoir, là, qui se solde par des séparations, divorce ou relations de couple parallèles. Comme je vous disais, uniquement 20% des conjoints comprennent qu'ils doivent créer leur relation. Uniquement 20% des conjoints comprennent qu'en fait, la relation n'a jamais vraiment eu lieu. Parce que lors de la saison 1 du couple, on n'a pas choisi consciemment d'être en couple. Notre cerveau a choisi pour nous. Notre cerveau a tout fait pour nous. Il a choisi le conjoint, il nous a intoxiqués d'hormones pour qu'on garde le conjoint à nos côtés. Puis, on est rentré dans la lutte de pouvoir où on attend que les choses arrivent. On ne veut pas travailler. Je veux ça. J'ai besoin de ça. Il faut ça pour que je sois heureuse et il faut que tu me le donnes. Finalement, on ne fait aucun effort ni dans la saison 1, ni dans cette saison 2 où tout va mal. On ne fait pas d'effort du tout. De la lutte de pouvoir, on se bat pour obtenir ce qu'on veut, on menace, on cajole, on fait un peu comme quand on était bébé, vous savez, on savait que étant bébé, plus fort on criait, plus vite les parents arrivaient. On est toujours dans cette phase régressive où on se dit qu'en criant sur notre conjoint, on se dit qu'en le menaçant, qu'en négociant, en lui disant « je te donne ça, que si tu me donnes ça, on va finir par avoir ce qu'on veut ». On se comporte comme quand on était bébé, mais logiquement, pour les personnes intelligentes que nous sommes, si on fait intervenir finalement ce cerveau rationnel-là, on comprend qu'il n'y a aucun sens à se dire qu'on peut obtenir une chose d'une personne en la menaçant. On ne peut pas obtenir quelque chose d'une personne si on ne lui demande pas
franchement ce qu'on veut et avec beaucoup d'empathie. En menaçant, ça ne fonctionne pas parce que plus vous crierez, moins vous aurez ce que vous voulez. Ça ne se passe pas comme quand on était bébé. Ok, votre conjoint n'est pas votre mère. Votre conjoint n'est pas votre père. Votre conjoint, c'est une personne à part entière qui a ses blessures, qui a ses défauts, qui a ses qualités, heureusement, mais qui a surtout ses besoins. Votre conjoint a ses besoins. Ok? Et pour pouvoir construire une relation consciente, vous devez déjà prendre conscience de ça, de vous dire que votre conjoint ne vous doit rien, finalement. Ok? Vous devez quelque chose à votre conjoint. Vous l'avez rencontré. Ok? Vous êtes mis en couple ensemble pour grandir. Et pour pouvoir construire cette relation-là, il va falloir que vous vous engagez. Ok? Ça nécessite beaucoup d'engagement. Il ne faut pas avoir un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur de la relation. De toutes les façons, s'il ne me donne pas ce que je veux, je peux partir, je suis encore belle, je peux encore refaire ma vie. Vous devez vous engager à 100% si vous voulez construire la relation épanouissante que vous voulez. Après, il va falloir de la discipline, mesdames. Vous devez être discipliné. Vous devez construire. C'est comme construire, en fait, finalement, une relation. C'est la chose la plus importante qu'on ait à faire dans nos vies. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez conscience déjà de ce que vous voulez et travaillez à construire ce que vous voulez. Le plus difficile pour construire ce que vous voulez, ce n'est pas l'engagement, ce n'est pas la discipline, c'est le courage de grandir, c'est le courage de vous améliorer et de devenir le bon partenaire. Si vous ne choisissez pas consciemment de passer par cette phase-là, vous n'allez pas pouvoir construire la relation que vous voulez. Vous allez vous séparer, vous allez rencontrer une autre personne et le schéma va se répéter. Relation amoureuse, saison 1, lutte de pouvoir, puis divorce. Mais si vous choisissez vraiment de la construire, cette relation-là, vous devez passer par là. Engagement, discipline, courage, de grandir, de changer, de devenir une meilleure personne, de devenir le partenaire idéal. Et on va voir brièvement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et tout au long de cette chaîne, nous allons parler, comme nous allons parler de couple, de ce que vous devez faire pour construire la relation que vous voulez, mesdames. Au cours de la prochaine vidéo, je vais introduire rapidement les bases qui vont vous permettre de construire cette relation-là. Donc, restez connectés, mesdames, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, parce que je vais y répondre. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez qu'on aborde des choses un peu plus spécifiques dans ces saisons du couple-là, ou dans le couple en général. Mais on va terminer avec le couple au cours de cette semaine. Et la semaine prochaine, on va parler soit d'argent, indépendance financière, soit de développement personnel. Si vous avez une préférence, je vous attends également dans les commentaires parce que je suis là pour vous, mesdames. J'ai appris, moi déjà. Je connais beaucoup de choses qui me permettent d'atteindre ce niveau que les femmes veulent atteindre, qui me permet de me sentir épanouie chaque jour et de continuer à travailler pour atteindre le niveau d'épanouissement, la barre très haute que j'ai placée. Et aujourd'hui, ces vidéos-là, c'est pour vous apporter ce que j'ai appris durant mon parcours. Et si vous voulez plus d'informations, c'est à vous de me le demander. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine et la dernière vidéo sur la saison du couple. Nous allons voir la relation consciente. Je vous dis à bientôt, mesdames, sur la chaîne des femmes qui gèrent. Bon, ok. À plus, mesdames.